si je vous dis Harbor Air, Alice ou Inouye? Ça vous dit sûrement pas grand chose. Et pourtant, ces trois projets pourraient bien redéfinir l'aviation de demain. Une aviation plus verte et plus durable. Alors voici pourquoi. Nous sommes en 2019 et Harbor Air, une compagnie aérienne qui utilise que des hydravions, réalise une première mondiale. Un vol commercial entièrement électrique. 4 minutes de vol, 6 passagers à bord. Oui, c'est pas super impressionnant, et oui, c'est un test. Mais ce vol a prouvé une chose. L'aviation électrique sur de courtes distances, c'est possible. Allez, faisons un bond de 3 ans dans le temps. En septembre 2022, un nouvel acteur entre en scène. Et c'est Aviation Aircraft. Avec Alice, son prototype full électrique, la société américaine réalise son premier vol. L'idée avec cet avion, c'est de transporter 9 passagers sur des courtes distances, tout en préservant la planète. Et enfin, petit détour par la France, Cocorico, pour vous présenter Inouye. Inouye, c'est un peu notre fierté nationale. Il suit le même chemin qu'Alice, mais avec des ambitions encore plus grandes. Un avion 100% électrique, capable de transporter 19 passagers sur plus de 500 km. Alors on croise les doigts pour que l'avenir les récompense à la hauteur de leurs ambitions. Très bien. Quand on sait que l'avion c'est le moyen de transport le plus polluant au monde, ça fait plaisir de voir qu'il y a des projets comme ça qui veulent faire changer les choses. Regardez par exemple, un aller et retour Paris-New York, c'est à peu près 20-25% de l'empreinte carbone d'un Français. C'est beaucoup. Le problème avec ces startups, c'est qu'on en est aux premières heures. Donc les lancements à plus grande échelle, ça sera pas avant quelques années. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un projet qui a des ambitions tout aussi importantes et qui a déjà écrit son histoire. Un projet qui a repoussé les limites que le milieu de l'aviation lui avait imposées. Solar Impulse. Notre histoire commence avec ce gars. Il s'appelle Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, c'est un psychiatre qui a beaucoup d'ambition. En 1999, il réalise le premier tour du monde en ballon, sans escale, avec son pote Brian Jones. Qu'est-ce qu'un psychiatre va faire le tour du monde en ballon? Ouais, je sais. Ça peut paraître étonnant, mais il faut croire que la pomme est pas tombée très loin de son arbre. Jacques Piccard, son père, a effectué la première plongée habitée au point le plus profond de la Terre, le Challenger Deep dans la fosse des Mariannes. Auguste Piccard, son grand-père donc, a inventé la capsule pressurisée. Grâce à ça, il a été le premier à observer la courbure de la Terre. Tout ça pour dire que Bertrand a l'exploration dans le sang. Bref, il reste fidèle à sa lignée. Et même plus que ça, j'ai envie de vous dire, parce qu'il va pas se contenter simplement de ce tour du monde en ballon. Non, c'est pas son genre, il compte bien s'appuyer sur ce premier succès pour accomplir quelque chose d'encore plus grand. À la fin des années 90, les énergies renouvelables sont encore assez peu développées. Et Bertrand, il a déjà conscience à cette époque qu'elles peuvent complètement changer la donne face à tous ces enjeux climatiques. Il aimerait donc prouver qu'elles permettent d'accomplir l'impossible. C'est décidé. Bertrand ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Il veut montrer que l'exploration peut aider à changer le monde. Et maintenant il pense plus qu'à une seule chose, réaliser le premier tour du monde en avion solaire. Il le fera avec son pote Brian du Breitling Orbiter 3, et ensemble, ils feront le tour de la planète sans escale. Ok, c'est cool d'avoir des ambitions. Mais maintenant, il faut un avion solaire. Et ça tombe plutôt bien parce que le monde ne manque pas de projets dans le domaine. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer le Solar Challenger, qui a réalisé un vol historique au-dessus de la Manche en 1981, et le Sunseeker, premier avion solaire à traverser les États-Unis. Le problème est que ces avions solaires étaient principalement des prototypes expérimentaux, conçus pour minimiser le poids et maximiser l'efficacité énergétique. Donc pour parler français, ils peuvent accueillir qu'un seul pilote à bord. L'autre problème c'est, vous avez bien noté que l'idée du projet c'est de faire le tour du monde sans escale avec un avion solaire. Laissez-moi vous montrer ce qu'on croise sur son chemin quand on fait 2 semaines de voyage sans s'arrêter. Ouais, c'est compliqué de recevoir les rayons du soleil. Ok d'accord, c'est difficile. Mais il y a peut-être des solutions. On pourrait pas juste dire qu'on prend le Sunseeker, le Solar Challenger, ou même Helios, le drone solaire qui a inspiré Bertrand pour cette vidéo, on agrandit un peu le cockpit, on met des batteries et c'est bon, on tient la nuit? C'est pas si simple que ça l'innovation. Et je pense que vous comprendrez petit à petit pourquoi pendant la vidéo. Bertrand il va être très important pour communiquer sur le projet et trouver des financements. Mais il lui manque quelqu'un pour s'occuper de toute la partie conception et construction de l'avion. Cette personne doit être particulièrement complète, parce qu'il faut qu'elle ait des compétences techniques et de leadership, un esprit d'innovation, mais surtout être assez fou pour abandonner tout ce qu'il fait pour se lancer dans un projet dont personne ne sait trop où il va t'emmener. Et grâce à ses connexions à l'école polytechnique de Lausanne, Bertrand fait la rencontre d'André Borschberg. André, c'est le gars qu'il faut avoir dans son équipe.
Quand il trouve un sens dans ce qu'il fait, il se donne tous les moyens pour arriver à ses fins. Il lâche jamais l'os qui ronge et personne ne peut l'empêcher de s'y accrocher. C'est justement pour ça qu'il faut faire des efforts. C'est exactement pour cette raison qu'il faut faire des efforts. André, c'est un ingénieur mécanicien spécialisé en aéronautique. Il est aussi pilote de chasse dans l'armée suisse. Après avoir travaillé des années dans le conseil, les finances et les startups, il s'est retiré de ses activités professionnelles. Il voulait profiter de ce temps pour trouver une cause qui lui parle vraiment, quelque chose qui puisse le transcender. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire sa réaction quand Bertrand lui a proposé de rejoindre l'aventure. André sera donc responsable de superviser l'ensemble des processus techniques et scientifiques nécessaires à la conception, au développement et à la construction de l'avion. En gros, c'est le chef de toute la partie technique du projet. Bertrand le sait pas encore, mais le choix de casting est particulièrement bon. C'est bon, le projet peut vraiment commencer. Maintenant qu'André forme son équipe d'ingénieurs et que Bertrand réunit les premiers financements pour le projet, les premières esquisses de l'avion commencent à voir le jour. Ce qui de base était une idée un peu folle commence à devenir réalité. Sauf qu'il n'y a aucun monde où les objectifs de base sont réalisables avec les technologies de l'époque. Il faut donc revoir les plans initiaux à la baisse, au moins pour qu'on passe de « c'est impossible » à « ok, on a peut-être une chance de réussir ». D'abord, si on reste sur l'idée de base qui est de faire voler Brian et Bertrand ensemble, on doit ajouter 300 kg de surcharge pour faire entrer le deuxième pilote dans le cockpit. Ça revient en gros à augmenter l'envergure de 20 mètres. Ce qui est tout bonnement impossible, hein. Je vous montre ce que ça fait en taille, et voici un Airbus A380 juste à côté. Et je vous précise quand même, notre avion ne fait que quelques tonnes, soit le poids d'un SUV en gros. Donc y a pas le choix. Il faut écarter l'option 2 pilotes en même temps. Deuxième point. Jusque-là, les appareils qui fonctionnent à l'énergie solaire volent pour la plupart aux alentours de midi. C'est là que l'énergie reçue par le soleil est à son maximum, comme ça, pas de risque d'être à court d'énergie. Pour André et son équipe, la difficulté, c'est de trouver un moyen pour être capable de voler jour et nuit sans jamais être à court d'énergie. Pour vous donner une petite idée, lorsque l'avion vole sous un soleil au zénith, il reçoit 1000 watts par mètre carré, soit l'équivalent de la puissance d'un sèche-cheveux. Si on regarde une journée sur 24 heures, l'avion reçoit plus que 250 watts par mètre carré, ce qui est très peu. La solution retenue par l'équipe d'ingénieurs, c'est donc de placer des batteries sur l'appareil, pour que le jour, l'avion fonctionne grâce à ses panneaux solaires, et la nuit, grâce à ce que les panneaux solaires ont récolté en plus. Mais même avec ça, il faut bien comprendre que l'énergie reste très limitée, donc précieuse. Il sera donc vital de trouver des méthodes efficaces pour économiser l'énergie parce que sinon ça va être tendu. Et enfin, on peut tirer un trait sur le vol sans escale. Après avoir étudié la question, les ingénieurs ont tranché qu'il était trop dangereux pour le pilote de rester en vol pendant 15 à 20 jours d'affilée. C'est peut-être le downgrade le plus décevant, mais c'est réellement pour que le projet ait une chance d'aboutir. Bon, je me permets de vous rappeler, mais à la base on était parti pour un tour du monde en avion biplace, sans escale, et bouclé en à peine 15 jours. Mais non, maintenant on va devoir se contenter d'un avion monoplace, d'une dizaine d'étapes, et le vol devrait durer plusieurs mois si ce n'est plus. Ouais, je peux comprendre que certains se disent que c'est la grosse clim. Mais ça enlèvera rien à la grandeur de l'exploit. Si la team réussit à faire ce tour du monde, ce sera vraiment une grande première. Ok, vous avez sûrement remarqué que je vous ai parlé d'un certain Brian Jones au début de la vidéo, mais je vous ai pas raconté beaucoup de détails sur lui. Brian Jones, c'est le gars avec qui Bertrand a fait le tour du monde en ballon, mais ça vous le savez déjà. Pour tout vous dire, il est pas très investi dans le bon déroulement du projet. Il attend sagement que l'avion soit prêt pour s'asseoir tranquillement dans le cockpit au moment du tour du monde. À la base, Bertrand voulait voler avec lui pour garder une sorte de continuité avec le premier exploit, mais là il commence à ouvrir les yeux sur la situation et se dit « Attends, ça peut pas fonctionner comme ça en fait. Quelle image on renvoie aux équipes qui bossent comme des fous si le mec pour qui ils construisent l'avion n'en touche pas une ?» André est du même avis, hein, et finalement, Brian est écarté du projet. Du coup ça libère une place de pilote. Mais ça on en reparle plus tard. L'équipe bosse maintenant comme des acharnés depuis 2 ans. Grâce à l'incroyable travail de l'atelier, la phase de construction touche à sa fin. On est le 25 juin 2009, Michael Jackson vient de nous quitter, paix à son âme, et devant 800 invités, le prototype de Solar Impulse est enfin dévoilé. L'avion a passé avec succès les tests de fuselage et de vibration, il est prêt à effectuer ses premiers essais en vol. Il faut voir que la construction du prototype de Solar Impulse, c'est une vraie prouesse. Et pas seulement parce que les équipes ont fait des sacrifices de fous furieux pour que ce premier avion aboutisse, le travail sur la technologie en elle-même, c'est un vrai casse-tête. Pour que vous puissiez bien vous rendre compte, il y a eu une grande réflexion sur comment réaliser la structure. Si la structure est pas assez rigide, les ailes pourraient se tordre. Mais en même temps, si les ailes sont trop renforcées, la structure deviendra trop lourde, et au final il faudra plus de moteurs et plus de batteries. Bref, on s'embarque dans un cercle sans fin. L'idée donc, c'était de réussir à trouver un compromis de rigidité et de légèreté. Donc vers qui André s'est tourné pour réaliser la structure ? Un constructeur de bateaux. Y a pas grand chose à voir avec des avions, vous me direz. Et c'est également ce que beaucoup de membres de l'équipe croient au début.
Mais en même temps, les experts en aéronautique ont pas l'habitude non plus de travailler sur des structures aussi légères. Alors que le type qu'André a dégoté, lui, il l'a. Et il va prouver qu'il sait comment concevoir des structures en fibre de carbone, peu importe l'appareil. Et c'est là qu'on comprend la vraie galère derrière ce prototype. Parce que pour chaque pièce, chaque détail, on a besoin de dénicher pas juste un expert, mais les experts qui pourraient pousser un peu plus sa technologie. Juste ce qu'il faut pour rendre le projet possible. Tiens, courte parenthèse. En fait, il sert à quoi Bertrand dans le projet? Parce que pour l'instant, on sait que c'est lui qui a lancé le projet, mais à part ça, je vous en ai pas dit beaucoup plus. Donc je vous dois une petite clarification. Bertrand, pour faire simple, c'est le porte-parole du projet et le gars qui mobilise les ressources pour rendre possible cette aventure. Si André c'est le marin qui tient la barre, Bertrand c'est le capitaine qui trace la route. En gros. L'essentiel à retenir, c'est que Bertrand cherche des partenaires, donc des entreprises ou d'autres organismes qui souhaiteraient associer leur image à une aventure qui met en avant les innovations technologiques et l'action pour un futur plus clean. L'idée derrière tout ça, c'est principalement d'obtenir 3 choses. Première chose, de la thune. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est important l'argent. Deuxième chose, je vous en ai déjà rapidement parlé, c'est d'obtenir des aides dans un peu tous les secteurs clés pour développer les technologies nécessaires à la construction de l'avion, mais aussi pour réaliser le tour du monde. Et la troisième chose, c'est tout simplement de se faire connaître. L'objectif du projet, entre autres, c'est de partager son message, de montrer au monde que Solar Impulse existe et qu'une aventure comme celle-ci est sur le point de révolutionner le monde de l'énergie. Donc si les employés se demandent « Oh, mais pourquoi on voit jamais Bertrand ?» C'est parce qu'il tient une conférence au fin fond des États-Unis pour expliquer à une entreprise de conseil en gestion pourquoi il ferait bien d'être sponsor de Solar Impulse. Bref, Bertrand est super fort pour ça. Et malgré toutes les galères qu'il peut rencontrer, il parvient quand même à trouver tout ce qu'il faut en argent et en soutien technologique, que ce soit des expertises, des matériaux ou des innovations, pour faire avancer le projet. Bon, donc grâce à Bertrand, on a de la thune, et grâce à André, on a un avion. Enfin, un prototype pour l'instant. Et maintenant, il nous faut des pilotes. Parce que depuis le départ de Brian du projet, il y a une place de disponible. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher loin pour trouver le deuxième pilote? La réponse est non. Une option évidente était sous leurs yeux depuis le début. Je vous rappelle qu'André, c'est pas juste un entrepreneur, c'est aussi un pilote de chasse confirmé. Autant vous dire que ça tombe bien. Donc non seulement il co-dirige le projet avec Bertrand, mais maintenant les deux vont aussi se partager les commandes des vols de Solar Impulse. Ils vont passer leur vie ensemble. Ok, la question des pilotes c'est bouclé, il restera plus qu'à se répartir les étapes du tour du monde avant de se lancer, mais ça on a encore le temps. Pour l'instant l'objectif est simple, faire les premiers essais avec le prototype et prouver que le tour du monde est possible. Il faut donc démontrer que notre appareil est capable de voler sans interruption. Et pour ça, il faut effectuer un vol perpétuel. Un vol perpétuel, c'est quand un avion peut rester en l'air sans avoir besoin de se poser pour se ravitailler en énergie. Pour Solar Impulse, ça veut dire voler le jour grâce à l'énergie solaire captée par ses panneaux, et stocker assez dans les batteries pour continuer à voler toute la nuit. Si ça marche sur un cycle d'une journée complète, l'avion peut en théorie continuer indéfiniment tant que le système de panneaux solaires et les batteries fonctionnent normalement. Ok, je comprends que si vous n'êtes pas trop calé en énergie et tout ce qui va avec, ça peut être compliqué de réaliser à quel point un vol perpétuel serait un exploit. Alors je vais essayer de faire de mon mieux pour vous le faire comprendre. Déjà, un vol perpétuel pour un avion solaire, c'est un défi technologique sans précédent. Voler plus de 24 heures sans une goutte de carburant, ça implique des panneaux solaires parmi les plus performants, des batteries ultra légères et efficaces, ainsi qu'un design qui maximise l'aérodynamisme. Et chaque détail a son importance, chaque gramme compte, et chaque watt du moteur doit être exploité à fond. Ok, imaginons qu'on ait cet avion à la pointe de la technologie. Maintenant, il faut que notre pilote mette en place une stratégie de vol au millimètre pour contrôler sa consommation d'énergie à la perfection. The airplane starts with solar energy already in the battery. Then, when the plane takes off, it reaches the sunrise. The pilot can switch on the solar generator and get enough energy to climb to its maximum altitude and at the same time fill the batteries to the top. During the night, the airplane will leave its maximum altitude of 8,500 meters to go down to 1,500 meters. So if everything goes well, we arrive to the next morning with just enough energy to capture the sun that will come again and make the following day, proving that we're able to stay forever in the air. Sauf que, je vous dis, même si par miracle on réussit à réunir ces deux premiers points, il reste un facteur qu'on peut pas maîtriser. La météo. Un vent trop fort ou des nuages trop denses, et c'est tous les plans de prévision qui partent en fumée. Bref, tout ça c'est un beau bordel, je pense que vous avez pu le comprendre. Mais on n'y est pas encore parce que pour l'instant, il faut apprendre à apprivoiser l'avion. Oui, je dis bien apprivoiser, pas piloter, parce que croyez-moi, c'est loin d'être simple.
Pour se familiariser avec les sensations à bord de l'avion, sans prendre le risque de le crasher et perdre des millions d'euros en une demi-seconde, nos pilotes ont commencé à s'entraîner sur simulateur. Et heureusement qu'il était là, simulateur, parce qu'au début, Bertrand, André et Marcus Scherdel, le pilote d'essai de Solar Impulse, sont incapables de poser l'avion sur la piste. Et je vous arrête tout de suite, c'est pas parce que c'est des amateurs. Même un ancien chef pilote d'essai de la NASA s'est frotté au truc, et s'est planté. En fait, il y a un décalage assez marqué entre le moment où on bouge une commande et celui où l'avion réagit. On n'est clairement pas sur un avion de chasse, ça c'est sûr. Et puis il est très sensible aux turbulences. Du coup, dès qu'on essaie de stabiliser l'appareil, on finit par créer des oscillations de plus en plus grandes et c'est juste pas rattrapable. Je vais pas rentrer dans des explications trop sophistiquées pour l'instant, parce que c'est pas utile, mais retenez simplement que piloter cet avion, c'est difficile. Les semaines passent, et là c'est bon, le simulateur n'a plus de secret pour eux. Après une vingtaine d'heures d'entraînement chacun, Bertrand et André arrivent à piloter l'avion virtuellement. Donc on peut maintenant passer à la deuxième étape. Après le virtuel, c'est quoi ? Le réel. Qui aura la lourde tâche de prendre les commandes pour la première fois, et qui assumera la responsabilité de cet avion, sachant que des dizaines d'ingénieurs ont donné leur âme pour le créer ? Marcus, aka Tom Cruise, le pilote d'essai. Et ben c'est parti. Ça sert à rien d'attendre qu'il aille plus haut, il le fera pas. Ouais, je sais, c'est pas très impressionnant. En même temps, il faut bien s'assurer que tout fonctionne bien avant de décoller vers des contrées lointaines. Ok, cette fois plus de blagues, prenez votre popcorn et installez-vous confortablement. C'est l'heure du premier vol de Solar Impulse. C'est beau, hein ? Il y a une chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai vu pour la première fois ces images. Est-ce que ça vous le fait aussi ? L'avion est super lent, vous trouvez pas ? Bon, il faut que je vous le présente quand même cet avion, parce qu'on va passer un bout de la vidéo avec lui. Donc ça, c'est HBSIA. Mais nous on va se contenter de l'appeler Solar Impulse 1. La première chose qui saute aux yeux, c'est la taille de ses ailes. Pour un si petit avion, une envergure de 63 mètres, c'est pas banal. Si on le compare à un Boeing 747, y a presque pas de différence. Mais le Boeing pèse 100 fois plus lourd. Ça vous donne une bonne idée de pourquoi Solar Impulse 1 est aussi sensible à la moindre perturbation. Il a vraiment un look pas commun pour un avion. Mais c'est comme je vous expliquais, l'idée la plus importante dans ce projet, c'est de capter et stocker un maximum d'énergie. Solar Impulse 1, c'est un prototype, donc c'est pas lui qui va faire le tour du monde malheureusement. Du coup, c'est quoi son rôle ? En gros, c'est le cobaye. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir tester les technologies et les stratégies de vol. Une fois qu'on a prouvé qu'elles sont efficaces, le modèle définitif, lui, pourra réaliser le tour du monde. C'est maintenant au tour d'André de prendre les commandes du prototype. Après avoir dirigé sa construction, il a enfin l'occasion de piloter son avion. Et comme c'est un pilote exceptionnel, il réalise un vol exceptionnel. On dirait qu'il a piloté Solar Impulse toute sa vie. Bon, c'est bien. Il a bien profité de son premier vol, mais maintenant les gars, il faut passer aux choses sérieuses. Le vol perpétuel. Après avoir réussi quelques vols de jour, il est temps de s'attaquer à la nuit. L'objectif, prouver que Solar Impulse 1 peut voler toute une nuit sans toucher la Terre. Et forcément, vu l'enjeu de la mission, la pression monte. Est-ce que la météo va tenir ? Est-ce que les calculs sont vraiment corrects ? Est-ce que les batteries tiendront jusqu'au lever du soleil ? On est sur un point de bascule du projet, clairement. L'avantage, c'est qu'on sera rapidement fixé. Si ça passe pas pour une nuit, il y a aucune raison d'espérer que ça marche pour 5 nuits d'affilée. Donc c'est pas le moment de trembler. Mais imaginez juste s'ils y arrivent. Le message d'espoir que ça enverrait aux générations futures, voler sans carburant, indéfiniment, c'est possible. Bon, évidemment, le simple fait que ce soit aussi difficile d'atteindre ce niveau montre bien qu'il y a encore du chemin pour en faire quelque chose de mainstream. Mais juste de montrer que c'est possible, c'est énorme. Et du coup, c'est l'heure, hein. André monte à bord de l'avion, il pousse les 4 manettes en avant, et 150 mètres plus tard, il est dans les airs. Franchement, on pouvait pas espérer mieux, la météo est parfaite pour cette première tentative de vol perpétuel. À 9000 mètres d'altitude, André est bien installé, masque à oxygène sur le nez, parce que sans ça, il tomberait dans les pommes en 45 secondes. Il attend tranquillement que la nuit tombe et se prépare pour la partie technique du vol, la partie que tout le monde attend avec impatience. Et voilà, on y est.
Et pour l'instant tout va bien, l'équipe est confiante, tout est encore jouable pour ce vol de nuit. Donc André a le feu vert pour continuer. Bon, je crois que c'est le moment de vous expliquer la stratégie de vol. Comment André va-t-il s'y prendre pour tenir toute la nuit? Bon, vous commencez à le savoir, il va devoir économiser un max d'énergie. Et pour ça, c'est simple, il a 2 étapes à suivre. D'abord, André va planer jusqu'à atteindre une altitude basse. Tout le temps où André peut se laisser porter par le vent, c'est de l'énergie précieuse qu'il économise. Pourquoi? Parce que quand il plane, il n'utilise pas son moteur. En gros, il profite de toute l'énergie qu'il a accumulée en montant à 9000 mètres. Donc plus il plane longtemps, plus il a de chances de réussir. Maintenant, il faut mettre les batteries en marche et croiser les doigts pour tenir jusqu'à l'aube. You have to understand that until now, this feat is still considered to be impossible. A lot of people don't believe it will ever happen. So we can have weather problems, we can have technical problems, we can have pilot problems, we can have energy problems. Bon, maintenant qu'on comprend tous comment ça se passe, profitons de ce vol historique. It was very special, at the moment I think that everybody has been waiting for since now almost 7 years. I guess everybody was excited, but I was very excited too. 5, 4, 3, 2, 1, go! Le soleil se lève, encore 2 petites heures à tenir, le temps que les panneaux solaires captent assez d'énergie pour faire tourner les moteurs sans l'aide des batteries. Mais peu importe, André va le faire. Le vol perpétuel est devenu réalité. Ce matin du 8 juillet 2010, Solar Impulse est le premier avion solaire à être capable de voler le jour et la nuit. Ok, l'avion a prouvé qu'il était capable de faire des vols de plusieurs journées sans s'arrêter. Mais maintenant, est-ce que les pilotes, eux, en sont capables? Parce que là, André a pas dormi tout le vol. Ça va que c'est que 26 heures, mais on sait tous très bien qu'il pourra pas faire la même chose pendant 5 jours d'affilée. Donc comment faire? Et bah ça, on verra en temps voulu. Parce que pour l'instant, l'équipe Solar Impulse a atteint son objectif avec le prototype. Même si le projet s'arrêtait ici, ce serait déjà une réussite extraordinaire. Bon, les plus observateurs l'auront remarqué, mais jusque-là, j'ai pas parlé des vols de Bertrand avec le prototype. C'est tout simplement parce qu'il en a pas encore fait en fait. Il a pris du retard sur André. Mais bon, vous inquiétez pas, il va bien s'en sortir à la fin, vous allez vous en rendre compte rapidement. Ok, du coup le prototype a rempli sa mission. Mais c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter là. Vu qu'il marche bien, autant l'utiliser encore un peu avant que Solar Impulse 2 soit prêt. Les quelques années qui suivent vont donc permettre en quelque sorte de préparer le terrain pour le tour du monde et signer au passage quelques premières mondiales. En 2011, Solar Impulse parcourt l'Europe et commence à se faire un nom. L'avion passe par plusieurs gros aéroports du continent comme Genève, Bruxelles ou Le Bourget, l'occasion pour eux de dire aux gens « Coucou les gars, ici Solar Impulse, on a un super projet dans le domaine des énergies renouvelables, vous devriez nous suivre !» En 2012, Solar Impulse 1 est invité à Ouarzazate, une ville du Maroc, pour marquer le début de la construction de la plus grande centrale thermique solaire du monde. André réalise le record de distance avec un avion solaire en se rendant jusqu'à Madrid, et Bertrand réalise le premier vol intercontinental jusqu'au Maroc. Bon, ça c'est ce que Solar Impulse est fier d'afficher, mais on retiendra aussi que la dernière escale entre Rabat et Ouarzazate était chaotique à cause de la chiasse qu'André a chopée la veille du départ. Et pendant ce temps, du côté de l'atelier, on teste le longeron du nouvel avion. Le longeron, c'est un morceau de la structure dont t'as besoin pour rendre l'aile résistante et rigide. En gros, c'est comme la colonne vertébrale de l'aile. Et bah, le longeron, il s'est cassé au test de charge. Merde, c'est chiant. Bah, il reste plus qu'à attendre une année de plus que le nouveau soit opérationnel. Heureusement, les équipes manquent pas d'idées pour occuper le temps libre. Solar Impulse est transporté jusqu'aux États-Unis. Il va réaliser la traversée mythique de la côte ouest à la côte est, de San Francisco à New York City. C'est l'occasion de faire connaître Solar Impulse là-bas, parce qu'on le sait très bien, les Américains, si quelque chose se passe autre part que chez eux, connaissent pas. Et bah c'est cool, ça fera une super répétition générale avant le tour du monde. Bon, j'ai passé rapidement ces 3 années, non pas parce que c'est pas intéressant, au contraire, mais je crois que ce qui se profile à l'horizon, c'est encore plus excitant. Je vous présente HBSIB, ou plutôt Solar Impulse 2. C'est globalement le même avion que le premier, mais en mieux. C'est à bord de cet avion qu'André et Bertrand vont effectuer le premier tour du monde en avion solaire. Ok, pause. Avant que vous vous demandiez, pourquoi ils se sont fait chier à concevoir un nouvel avion alors que le premier il marchait déjà super bien? Je veux dire, l'avion il est allé au Maroc, il a traversé les États-Unis, il pourrait très bien continuer pour faire le tour du monde, non? Non. Le prototype pouvait pas faire le tour du monde. Il y avait trop de choses à améliorer. Faire un vol de nuit au-dessus de sa base d'entraînement, c'est une chose. Mais enchaîner 5 journées de suite au-dessus de l'océan Pacifique, c'est un autre level.
Il faut une autonomie plus importante, une meilleure résistance aux conditions extrêmes, plein de systèmes de sécurité. Bref, je vais pas vous faire toute la liste de ce qui manque à Solar Impulse 1, mais comprenez bien que l'idée ça a jamais été que ce prototype fasse le tour du monde. Il était là pour aider à développer les technologies, dans l'optique de créer le meilleur avion possible. On n'a jamais cherché à optimiser ses performances, et c'était pas l'objectif. Donc je suis désolé si vous êtes attaché à Solar Impulse 1, mais son heure de gloire est passée. Maintenant, c'est à son petit frère de briller. Solar Impulse 2, c'est la version améliorée de la première version sur tous les plans. Vous vous rappelez quand je vous disais que Solar Impulse 1 faisait 63 mètres d'envergure? C'est énorme. Solar Impulse 2 en fait presque 10 mètres de plus. Ça veut dire plus d'espace pour installer des panneaux solaires plus performants et des batteries avec une plus grande capacité. Résultat, l'avion peut rester plus longtemps en vol. Voilà, ça vous donne un aperçu des avancées qui ont été réalisées en quelques années. Et les gars, on y est presque. Encore 1 an. Une petite année à tenir avant de voir Solar Impulse 2 décoller pour le premier tour du monde en avion solaire. Mais avant ça, il y a du pain sur la planche. D'abord, il faut tester l'avion en vol et le prendre en main. Et s'il y avait que ça, ce serait bien trop beau. Il reste à terminer les programmes d'entraînement, à perfectionner le système de sécurité pour obtenir des certifications pour l'avion, et puis il y a des pays qui refusent encore d'accueillir Solar Impulse sur leur territoire. Donc ces pays, il va falloir les convaincre d'ouvrir leur ciel à l'équipe. Bien sûr, il faut trouver les derniers financements pour tenir jusqu'à la fin du projet. Bon, je vous épargne tout ça. C'est pas le plus passionnant. On fait donc un bond de 12 mois dans le temps pour se rendre à Abu Dhabi, la ville de départ du tour du monde. Attendez, Abu Dhabi, la capitale d'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, comme point de départ d'un tour du monde en avion solaire? Oui, moi aussi j'étais un peu surpris au début. La raison derrière ça, c'est Masdar, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, qui a pour mission de transformer les Émirats Arabes Unis en un pays qui fonctionne grâce à des sources d'énergie durables. La ville d'Abu Dhabi explore de nouveaux horizons et s'engage à soutenir le développement de technologies propres pour un avenir plus vert et durable. Masdar a donc formé un partenariat avec Solar Impulse, et voilà, Abu Dhabi est devenue la ville de départ pour cette aventure. Bref, mettons les coups de politique de côté et concentrons-nous sur le départ du tour du monde. Ok, j'avoue, j'ai un peu traîné en vous racontant les débuts du projet pendant 30 minutes. Mais maintenant vous savez tout. Vous savez le périple que ça a été pour en arriver jusque-là, et on va pouvoir profiter ensemble de ces mois incroyables qui nous attendent pour ce tour du monde. Alors accrochez-vous bien, parce que le meilleur arrive encore. On va se régaler. Le tour du monde, c'est un tout autre défi par rapport à ce qu'ont fait André et Bertrand jusque-là. Ils vont devoir réaliser 16 étapes, avec à chaque étape son lot de difficultés, et des chances de voir le projet s'arrêter à tout moment. Et parmi les étapes les plus difficiles, on en compte 2 principales. La première, la plus dure de très loin, c'est la première partie du Pacifique. L'avion devra parcourir 8000 km en partant de Nankin en Chine, survoler une grande partie du Pacifique avec tous les facteurs d'imprévisibilité qu'on lui connaît, pour arriver 5-6 jours plus tard à Hawaï. L'étape est tellement importante pour le tour du monde que les gens de Solar Impulse l'appellent l'étape du Pacifique, tout simplement, alors que la deuxième partie du Pacifique existe. La deuxième étape cruciale, c'est le survol de l'Atlantique. C'est moins compliqué que la première partie du Pacifique, mais il faut pas la sous-estimer, parce qu'il y a quand même près de 7000 km à parcourir en avion solaire d'un coup. Donc c'est pas du pipi-tcha non plus. Comme André et Bertrand sont des vrais explorateurs, qu'ils ont envie de battre des records et de rentrer dans les livres d'histoire de l'aviation, ils se font pas de cadeaux pour la répartition des étapes, et pour ces deux-là en particulier. Voici donc comment nos 2 pilotes vont se répartir les vols. André, étant plus fiable parce que plus expérimenté, se voit attribuer le départ du tour du monde et surtout le vol du Pacifique. En compensation, Bertrand fera l'Atlantique, la deuxième partie du Pacifique et l'arrivée du tour du monde, ce qui lui permettra, et ça lui tient à cœur, de transmettre le message qu'il porte en tant qu'initiateur de l'aventure Solar Impulse. Nous sommes le 9 mars 2015. Un tour du monde à bord d'un avion solaire. Cet avion vole sans kérosène ni gaz. Plus de 17 000 cellules solaires, objectif promouvoir les sources d'énergie propres. Il doit décoller d'Abu Dhabi dans un peu plus de 6 heures. Direction Mascate, capitale du sultanat d'Oman. Bon bah ça y est, on y est. Après des mois à te préparer pour ce tour du monde, quand tu te retrouves enfin aux commandes pour la première étape, forcément t'as la pression. Et André, il est un peu stressé. Mais après tous les moments difficiles qui se sont passés au sol, il est enfin temps de profiter des bons moments en vol. André, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous donne le go pour le départ de Solar Impulse. Le vol se passe très bien, et André arrive 13 heures plus tard à Oman. La première étape du tour du monde est bouclée. C'était un vol court et pas très compliqué, mais il est fait. 10 heures plus tard, c'est au tour de Bertrand de monter à bord, et c'est reparti. Pareil, tout se passe très bien,
Il survole la mer d'Arabie, le Pakistan, il bat le record de distance en avion solaire détenu par André jusque-là. Bon, je vais pas le faire à chaque étape, je vous rassure, parce qu'il va être battu un bon paquet de fois. Pour l'instant, Bertrand est tranquille, et il est ravi de pouvoir commencer enfin son tour du monde. Bref, il est heureux quoi. Jusqu'à ce qu'il commette une erreur qu'il aurait pas dû commettre. Il fait nuit, Bertrand voit rien. Donc la logique voudrait qu'il se fie aux instruments. Il pourrait avoir des informations sur la vitesse ou l'altitude par exemple, pour rester sur la bonne trajectoire. Mais, et évidemment il y a un mais, au lieu de piloter aux instruments comme la situation le demande, décide de faire à l'ancienne. Il conduit au cap, comme on le fait de jour, sauf que il fait nuit. Du coup, sans lumière pour l'aider, vous le devinez assez facilement, c'est plus difficile de bien évaluer les réactions de l'avion. Bon, du coup, il est où le souci ? Le problème, je vous en ai déjà parlé je crois, c'est que sur cet avion, certains instruments réagissent avec un peu de retard aux manœuvres du pilote. Quand tu pilotes aux instruments, tu apprends à anticiper ce décalage. Mais en pilotant au cap, ce retard, Bertrand a oublié de le prendre en compte. Du coup, quand il essaie de corriger l'inclinaison, trop tard, il déclenche des oscillations. Résultat, Bertrand a l'impression que l'atmosphère est instable. Et il en parle au MCC. MCC ça veut dire Mission Control Center. C'est une équipe de spécialistes basée à Monaco qui se consacre entièrement au vol de Solar Impulse. En gros, ils préparent et surveillent chaque vol en temps réel pour s'assurer que tout roule comme sur des roulettes. Et pour ça, ils sont en communication constante avec le pilote. Quand le MCC apprend le problème de Bertrand, c'est la panique générale. En fait, de leur côté, ils détectent aucune turbulence. Donc ce qui conclut, c'est qu'il y a un problème avec une commande de vol. Et c'est grave. Du coup, pas le temps de tergiverser, il faut abandonner l'avion. Il demande à Bertrand d'atteindre une zone inhabitée pour pouvoir sauter en parachute. Tout ça est allé très vite, surtout que quelques minutes plus tard, Bertrand arrive à stabiliser l'avion. Mais en même temps, on peut pas reprocher l'interprétation qu'a fait le MCC. Les ingénieurs reçoivent des infos, et ils utilisent ces infos pour tirer des conclusions. Sauf que quand les infos sont pas terribles, ça donne des décisions en décalage avec la réalité. Bon, c'était une fausse alerte. Et heureusement j'ai envie de vous dire, parce que cracher l'avion dans ces conditions et à ce stade du tour du monde, ça craint. Et je peux vous dire clairement que c'était la fin de la vidéo. Ok, tout le monde a repris ses esprits, et quelques heures plus tard, Bertrand finit par poser l'avion en Inde. L'incident est derrière lui, mais cet épisode a clairement laissé des traces dans les têtes. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la répartition des étapes, et notamment de la question de qui allait faire la première partie du Pacifique. Je vous avais dit que c'est André qui allait s'en occuper parce qu'il a plus d'expérience en vol. Et bah c'est pas tout à fait ça en vrai. Enfin oui, il a de l'expérience, mais c'est pas là où je voulais en venir. À la base, c'était Bertrand qui était prévu pour cette étape historique. Mais après sa bavure récente, les gars de l'équipe ont pas eu le choix de le cueillir après son atterrissage, et lui ont dit « Écoute Bertrand, t'as fait de la merde là. Ça va que cette étape était pas trop difficile. Mais on peut pas prendre le risque de te confier le Pacifique. C'est trop dangereux. » Et c'est comme ça qu'André récupère le Pacifique. Donc Bertrand il est abattu, évidemment. Mais je peux dire sans trop de risque que du côté d'André, ça jubile intérieurement. Bon bien sûr, il est triste pour son pote qui a le moral dans les chaussettes. Mais vous vous souvenez qu'au départ, André il devait construire un avion pour deux gars qui ont jamais piloté d'avion. Et bah les choses ont bien changé depuis. Parce qu'à partir de ce moment, il devient le pilote avec la plus grosse responsabilité. Sympa comme ascension. Bref, on met ce petit incident de côté, parce qu'il reste quand même un tour du monde à finir. Merci Gandhi pour l'accueil, c'était bien sympa, mais il faut repartir maintenant, on a une fenêtre météo. Allez, on lève les voiles. Enfin, vous m'avez compris, on met les moteurs en marche. Le message de Solar Impulse fait son bonhomme de chemin. Après avoir reçu l'avion sur son territoire, un ministre indien annonce qu'il veut lancer un programme de train solaire. Partout où il va, l'avion émerveille les foules. Au Myanmar, ils sont reçus comme des chefs d'État. Donc tout va bien. L'escale à Chongqing va durer que quelques heures, juste ce qu'il faut pour continuer à profiter de la bonne fenêtre météo qu'ils ont. Mais c'est sans compter l'imprévu qui arrive. La météo les abandonne en fait. La météo leur dit « Les gars, désolé, mais vous partirez pas aujourd'hui en fait. » Et c'est là que le piège de Chongqing se referme sur eux. Donc non seulement ils pourront pas repartir aujourd'hui, ça c'est sûr, mais la météo va les bloquer pendant 3 semaines. Bon, c'est pas grave, ils auront du temps pour visiter les temples de la région et faire quelques événements pour partager leur message. Ouais, sauf que c'est pas exactement comme ça qu'ils le prennent pour être honnête avec vous.
Déjà, ils ont accumulé pas mal de retard sur les étapes précédentes, donc ça les met encore plus dans la panade. Et puis il faut dire qu'ils sont pas trop les bienvenus à Chongqing. Franchement, jusque-là, les aéroports ont été super accueillants. Ils étaient ravis de pouvoir accueillir Solar Impulse sur leur territoire. Mais là, si le gouvernement avait pas mis un petit coup de pression sur l'aéroport, ils les auraient jamais acceptés. Donc ouais, on peut comprendre pourquoi ils ont hâte de se barrer de là. Puisqu'ils veulent passer le moins de temps possible ici, les équipes vont tout donner pour trouver une solution. Le MCC bosse jour et nuit pour simuler des scénarios et dégoter une fenêtre de vol, sauf que chaque fois il y a un truc qui va pas. En volant haut, les vents de travers dévient l'avion au sud de Shanghai, en volant bas, c'est les turbulences thermiques qui posent problème. Et si c'est pas la météo qui les embête, bah c'est autre chose, partir trop tôt, pas assez de batterie, et partir trop tard, interdit par l'aéroport. Bon, on va les laisser trouver une fenêtre, et nous on se retrouve une vingtaine de jours plus tard. Le MCC a enfin trouvé une fenêtre de vol. Au revoir et merci l'aéroport de Chongqing pour l'hospitalité, Solar Impulse peut enfin continuer son aventure. Prochaine étape, Nankin. Bon, l'avion a atterri à Nankin. Une nouvelle étape de bouclée, et maintenant quoi? Et bah vous allez commencer à vous habituer, il faut encore attendre. En fait, c'est ici que commence vraiment le tour du monde. Si chaque étape vous a semblé être un calvaire jusque-là, alors accrochez-vous bien parce que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. La prochaine étape du tour du monde, c'est Hawaï. Regardez, ça c'est la plus longue distance que Solar Impulse 2 a effectué en vol jusque-là. C'est stylé. Sauf que, voilà la distance qui attend André entre Nankin et Hawaï. Vous voyez ça? Ça c'est pas un vol banal. Jusque-là, il volait dans un environnement sûr, au-dessus des terres, et il pouvait s'arrêter n'importe où en cas d'urgence. Et cette fois, il n'y a pas de backup. Donc c'est pas pour cette étape qu'André va dire aux équipes « Ok les gars, je prépare mon sac et je pars demain pour Honolulu. » Non, il y a 2-3 petites choses à anticiper quand même. Première chose, ça peut paraître tout bête, hein, mais jusqu'ici, ni Bertrand ni André n'a fait de vol de plus de 24 heures avec Solar Impulse 2. Et là tout d'un coup, boum, on passe à un vol 5 fois plus long. Ouais, ça demande un peu de prudence. Deuxième chose, regardez cette carte. Y a rien. Y a absolument rien. Y a pas un aérodrome, pas une petite île entre le Japon et Hawaï. Donc s'il arrive une galère à entrer au-dessus du Pacifique, c'est ciao bye bye. Ce qui me fait une transition parfaite pour le troisième point, la météo. C'est pas toujours facile à prévoir. Moi déjà ça m'énerve de rentrer tremper une après-midi alors qu'ils annonçaient beau temps pas plus tard que le matin même, je vous laisse imaginer la galère que c'est d'anticiper la météo sur 5 jours. C'est pas facile. Et pour la quatrième chose, je vous en ai pas parlé encore, mais il faut pas sous-estimer l'importance du facteur humain. 5 jours c'est beaucoup, il faut prévoir comment dormir, comment manger, et même, vous savez là, comment faire. Il faut rester vigilant en cas d'urgence, il faut chaque jour faire des allers-retours entre haute et basse altitude. Croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai bientôt comment ils gèrent tout ça. T'ajoutes à ça la Corée et le Japon qui cassent les couilles, enfin surtout le Japon, parce qu'ils imposent des conditions super restrictives pour survoler leur territoire. Tiens par exemple, je cite ça au hasard, le Japon oblige Solar Impulse à emprunter uniquement la partie sud de son espace aérien, ce qui laisse peu de marge de manœuvre en cas d'imprévu. Et voilà, tu fais un mix de tout ça et t'es bloqué pendant 2 mois. Enfin, toutes les conditions sont réunies. La météo est parfaite, et on est dimanche, comme l'a demandé la Corée pour traverser la mer du Japon, de nuit à basse altitude. C'est important, je vous le rappelle, pour permettre la stratégie de vol perpétuelle. Il y a juste un petit grain de sable. Dans ces conditions météo, le seul chemin possible pour rallier Hawaï passe par le nord du Japon. Et ça, c'est pas ce qui avait été négocié. Mais bon, c'est pas grand chose, vous connaissez bien les Japonais, ils vont pas faire chier pour ça. Et bien, juste après le décollage, l'équipe reçoit un appel, tiens suspense, du Japon. Je vous la fais courte, mais en gros le message c'est « Les gars, vous auriez pas dû décoller ». Bon, après quelques négociations, l'avion finit par avoir le feu vert, mais les Japonais, ils ont pas rendu la tâche facile. Au moins l'affaire est réglée, et André peut se plonger à 100% dans son vol. Son moment est arrivé, il a enfin l'opportunité d'accomplir une performance jamais réalisée, avec l'avion qu'il a lui-même construit. Il est à l'aube de ces 5 jours et 5 nuits qui l'ont motivé chaque matin à se lever depuis son arrivée dans le projet. 5 jours et 5 nuits où André va pouvoir se reconnecter avec lui-même, bercé par la tranquillité du Pacifique. Et là, retour brutal à la réalité. L'avion a un problème avec le MAS, il tombe en panne. Pour André, le MAS, ou Monitoring Alerting System, c'est un peu son copilote invisible. Il surveille plusieurs paramètres essentiels de l'avion et l'alerte s'il y a un problème en vol. Par exemple, il y a un problème avec la batterie, les réserves commencent à être trop basses. Le MAS se réveille et dit au pilote « Gars, fais attention, si tu continues comme ça, tu vas te cracher. Tu ferais mieux de revoir ta console. » Bon, vous l'avez compris, c'est un dispositif important. Mais est-ce qu'il est vraiment indispensable? Pour André et Bertrand, la réponse est non. C'est pas ce qui va les faire interrompre l'étape. Ce qui va les pousser à changer les plans, c'est la dernière prévision météo qu'ils reçoivent. Le temps commence sérieusement à se dégrader sur la route. Là, la décision est unanime, il faut arrêter l'étape. Sauf que maintenant, il faut trouver une piste où atterrir, et rapidement. La seule solution, ça va vous faire rire, mais c'est le Japon. Ok, il est peut-être temps de faire un point sur la situation, parce que ça part un peu dans tous les sens là. Les
premières étapes du tour du monde se sont passées nickel, il n'y a eu aucun souci majeur. Mais depuis leur arrivée en Chine, ça se complique sérieusement. Les retards s'accumulent, et chaque jour qui passe, les chances de boucler le tour du monde avant la fin de l'année s'amenuisent. Alors voilà, quand André décolla enfin pour Hawaï, il pensait laisser tous ces obstacles derrière lui, jusqu'à ce que la météo leur mette un nouveau stop. Résultat, atterrissage en urgence au Japon, un pays où, disons-le, les relations sont pas au top. Bon, on connaît la chanson. Il reste bloqué un mois de plus au sol, dans l'attente de la bonne fenêtre de vol. Mais comprenez bien que ça aurait pu être pire que ça. Les échanges avec le Japon étaient franchement tendus après le décollage d'André sans autorisation officielle. Au final, ils ont obtenu le feu vert, et heureusement parce qu'on n'était pas loin de voir le projet tout entier s'arrêter. Sinon, je vais pas vous refaire la scène, ça fait 3 fois d'affilée qu'ils sont cloués au sol pour les mêmes galères techniques et administratives, et là, en bonus, un typhon pourrait littéralement embarquer l'avion. Mais comme j'ai conscience que je fais durer le suspense depuis un peu trop longtemps, on va légèrement avancer dans le temps. Assez parlé de galères, on passe aux choses sérieuses. Le 28 juin 2015, Solar Impulse quitte enfin le Japon. Il est 3h du matin heure locale, et André est aux commandes pour une nouvelle tentative de traversée du Pacifique. Ça semble irréel. Après toutes ces galères, qu'est-ce qui peut encore leur arriver ? Est-ce que ça va marcher cette fois-ci ? Les équipes ont raison de se poser toutes ces questions, parce qu'à peine le vol est lancé que les ennuis commencent. Première alerte, un convertisseur lâche. C'est pas dramatique, du moins pas pour l'instant. Mais peu de temps après, le mast tombe de nouveau en panne. Et cette fois, c'est un peu plus problématique. Alors, est-ce qu'on annule tout de suite ? Non. Avant de se précipiter, il faut prendre un moment pour réfléchir. Rappelons qu'André est parti pour 5 jours et 5 nuits au-dessus du Pacifique. Donc la réponse à cette question n'est pas à prendre à la légère. Et en plus, ils ont du temps pour prendre la bonne décision. Ils ont 8 heures. C'est pas une limite de temps que je donne au hasard. Passé ce délai, il sera trop tard pour faire demi-tour. André devra continuer jusqu'à Hawaï, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appellera le point de non-retour à partir de maintenant. Vous l'aurez compris, l'enjeu est immense. Pourtant, au sein des équipes, c'est difficile de se mettre d'accord sur la marche à suivre. D'un côté, il y a les ingénieurs. Des gens très raisonnables, pour pas dire très rigides. Ils sont profondément ancrés dans leurs principes, et cette fois-ci ne dérogent pas à la règle. Pour eux, il n'y a aucun débat possible, il faut revenir à Nagoya et dire au revoir à Hawaï. Le MAS, c'est super important, on rigole pas avec ça. Bertrand et André auront beau tenter d'évoquer les alternatives, leur position est claire. Le MAS est la seule solution approuvée par un organisme de certification aéronautique. En clair, c'est sûr, c'est fiable. De l'autre côté, on a 2 gars qui ont conscience que s'ils attendent les conditions parfaites pour faire l'étape, ils la feront en 2084. Bon, je caricature, hein. Mais oui, je parle bien d'André et Bertrand. Là, ils ont enfin une fenêtre météo favorable, la première depuis 2 mois, et ils savent qu'une autre occasion va pas se présenter de sitôt. Si jamais ils retournent au Japon, c'est probablement la fin du projet. Pourquoi ? Parce que c'est leur 3e tentative de quitter Nagoya, et que la saison des moussons commence au Japon. L'avion est super léger. Si le vent excède la limite, il pourrait même pas être retenu au sol par l'équipe, sans oublier les partenaires qui pourraient décider de lâcher l'affaire. Quelle décision André et Bertrand prennent-ils ? Ils y vont. C'est maintenant ou jamais en vrai. Tous les systèmes essentiels de l'avion fonctionnent, pour eux le MAS n'en fait pas partie. Oui, cette décision va laisser des traces au sein de l'équipe, mais André et Bertrand doivent prendre ce risque. André doit prendre ce risque. Ce point de non-retour porte très bien son nom. C'est un moment décisif pour le vol, mais c'est aussi un tournant pour le projet. À partir de maintenant, ils peuvent tout gagner ou tout perdre. Est-ce que c'était la bonne décision ? Je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Pour l'instant, André s'enfonce dans l'immensité du Pacifique. Bon, c'était pas le départ rêvé, mais au moins, ça y est, Solar Impulse 2 est lancé. Ça aurait été un vrai gâchis de faire demi-tour ici et de prendre le risque que tout s'arrête si tôt. À ce stade, c'est juste André et son avion. Les galères techniques, les problèmes d'autorisation, les attentes interminables, c'est derrière lui. Maintenant, il a qu'un seul truc en tête, rallier Hawaï. Pendant 5 jours d'affilée, André devra se concentrer, anticiper chaque move, millimétrer chaque geste. Le moindre petit grain de sable peut tout faire foirer. Mais voilà, il faut être capable de tenir 5 jours dans ces conditions. Parce qu'il s'agit pas juste de piloter, il faut être super précis, vigilant en permanence, tout ça dans un espace minuscule. Et pour ça, André doit trouver sa routine, se sentir à l'aise, trouver son équilibre, et surtout, réussir à dormir. C'est vraiment les clés pour réussir ce marathon. Chaque minute de sommeil sera super importante. Tiens, ça tombe bien, la première nuit approche. Le moment idéal pour vous expliquer la stratégie de sommeil d'André en vol. Non, il n'y a pas de siège qui se transforme en lit, et encore moins de pilote automatique pendant 8 heures.
Ici, c'est le système D. L'idéal, ce serait de faire des cycles de sommeil complets d'1h30 pour bien récupérer, mais l'avion le permet pas. L'autopilote tient pas assez longtemps. Alors, la stratégie choisie. Des micro-siestes de 20 minutes. C'est suffisant pour se reposer, mais trop court pour sombrer dans un sommeil profond. Comme ça, à chaque éveil, André check si tout va bien et il se rendort. En répétant ça un max de fois, il peut tenir 5 jours d'affilée au-dessus du Pacifique. Alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, c'est pas la même chose. Avec toute l'agitation du début de vol et le stress de la décision, impossible de dormir pour André. La deuxième journée s'est passée nickel. Les courbes de charge et décharge des batteries sont impeccables. André a même réussi à dormir pendant la deuxième nuit. Il enchaîne ses sessions de yoga et ses petits exercices d'étirement pour rester en forme. Et il profite à fond de chaque instant. Côté météo, c'est pareil. Le ciel s'ouvre devant lui, les conditions sont idéales. Bref, tout est parfait. Enfin, presque parfait. Il faut bien qu'un grain de sable vienne tout gâcher. L'équipe d'ingénieurs repère une température un peu trop élevée dans les batteries. Rien de dramatique pour l'instant, mais il va falloir garder un œil dessus. Le grand écart émotionnel de ce qui se passe là, c'est assez dingue. D'un côté, la météo offre une voie royale vers Hawaï. Un alignement parfait des étoiles comme les gars de Solar Impulse en ont jamais vu. Mais de l'autre côté, ça commence sérieusement à chauffer. Littéralement. Les batteries ne cessent de monter en température et s'approchent dangereusement de la limite critique. En fait, je vais vous le dire tout de suite, la limite a déjà été dépassée. Les équipes le savent pas encore. Elles sont plantées. Donc les batteries sont déjà en train de se dégrader. Alors maintenant qu'André est dans la merde, il fait quoi? Et bah déjà, il doit prier pour que les batteries tiennent jusqu'à la fin. Et ensuite, il adopte une stratégie de vol encore plus souple. L'idée, c'est d'aplatir les courbes de vol au maximum pour éviter de trop solliciter les batteries. Heureusement, les radars de l'aéroport d'Honolulu commencent à détecter André et Hawaï se profile à l'horizon. Bon, jour 5. C'est la merde. Les batteries perdent de plus en plus en capacité, et si André devait passer un 6ème jour en vol, il se crache. Voilà, on a commencé par la mauvaise nouvelle. Maintenant la bonne nouvelle, c'est qu'il aura pas besoin de faire ce 6ème jour. Il est déjà au-dessus d'Hawaï, il lui reste plus qu'à atterrir. Le monde de l'aviation en a vu passer des exploits dans son histoire. Le premier vol motorisé des frères Wright en 1903, la traversée de l'Atlantique de Charles Lindbergh en 1927, ou même le vol suborbital d'Alan Shepard en 1961. Mais là, ce qu'André vient de faire, ça aussi, ça a sa place parmi les vols de légende. En volant 117 heures d'affilée et en parcourant 7200 km à l'énergie solaire, André n'a pas juste battu tous les records de l'aviation solaire. Il a aussi dépassé le record du plus long vol solo, jusque-là détenu par Steve Fossett avec un avion à carburant. Le message est fantastique. Un avion sans carburant peut maintenant voler plus longtemps que n'importe quel avion à réaction. Mais surtout, ce qui prouve, c'est qu'un futur plus propre pour l'aviation est non seulement possible, mais déjà à portée de main. André aurait bien voulu profiter encore un peu plus de ce vol, mais il est temps de poser l'avion. Ses batteries vont pas tarder à brûler l'appareil tout entier. Alors il fait quelques tours au-dessus de l'aéroport d'Honolulu, et à 6h du matin heure locale, il touche enfin le sol américain. Absolutely perfect to be up here and to have, the possibility to fly day and night, almost a week, using only the sun and full source of energy. Now that that Hawaii is approaching, I even feel a little bit sad that it's all over. Overheated the batteries during the first day of the flight. We damaged the batteries. It was an error in the evaluation on how to use these batteries during a steep climb, over-insulation also of the battery pack. And now it takes more time to repair the batteries than the time left before the end of the season. Résultat, Bertrand doit attendre l'année prochaine pour repartir. Mais cette histoire de batterie, c'était qu'une partie du problème, parce qu'un autre couac s'est ajouté à l'équation. L'OFAC, l'autorité suisse de l'aviation. Elle a franchement pas apprécié leur décision de poursuivre vers le Pacifique malgré la panne du MAS. Et avoir l'OFAC à dos, c'est le pire scénario, parce que sans leur feu vert, pas d'autorisation de vol, et donc fin de l'aventure. Même en interne, c'est la crise. André et Bertrand ont pris une décision que la majorité des ingénieurs refusaient. Dans les deux cas, il a fallu des semaines de discussion pour calmer le jeu et remettre l'équipe sur les rails. Mais le vrai coup dur, c'est cette foutue panne de batterie. C'est elle qui va leur coûter le plus cher, en temps comme en énergie. Et là, pas le choix. Il faut commander de nouvelles batteries, les assembler, les tester, bref, des longs mois d'attente encore une fois, avant de pouvoir repartir. En attendant, l'avion se repose tranquillement dans son hangar à Hawaï. Bertrand, lui, part en quête de financement pour sauver l'aventure,
Et une partie de l'équipe fait même un petit détour par la COP21 pour défendre sa vision d'une politique environnementale plus ambitieuse. Et c'est ainsi qu'on se retrouve presque 1 an plus tard pour enfin boucler notre histoire. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Les batteries sont neuves, un système de contrôle de température a été installé, l'équipe est à nouveau motivée. Bertrand peut enfin s'installer aux commandes de Solar Impulse 2. André a vécu son rêve, maintenant c'est son tour. Mais attention, cette fois, plus droit à l'erreur. Les jokers ont tous été grillés. Ça devrait l'inquiéter ? Ouais. Est-ce qu'il est inquiet ? Pas plus que ça. Il a profité de ce break pour bien se préparer et il a beaucoup progressé. Et puis, comme si l'histoire elle-même voulait marquer le coup, le lendemain du décollage, un événement symbolique se produit. Le monde entier se réunit pour signer les accords de Paris. Thank you for joining us on this historic day. You look like an astronaut in the moon. Be pioneers, be adventurers, be explorers of the solutions of today. This is how we can make a better world. À cet instant-là, Solar Impulse, c'est plus seulement un exploit technologique. C'est un message, un symbole qui appelle les gens à agir pour la planète. 2 jours et 4000 km après cette intervention, Bertrand pose Solar Impulse 2 à San Francisco. L'étape s'est déroulée sans fausse note, l'aventure peut continuer. Maintenant, objectif New York. Dès cet instant, on entre dans la dernière ligne droite. Il reste plus qu'un dernier obstacle à franchir, l'Atlantique. André a conquis le Pacifique, à Bertrand maintenant, de s'attaquer à son océan. Et pour ça, coup de bol, c'est le solstice d'été. Les jours ont jamais été aussi longs de l'année, ce qui est pratique quand ton avion vole qu'à l'énergie solaire. Passer des choses si inspirantes, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Aidé par une équipe météo qui a fait un travail formidable, Bertrand pilote parfaitement son monoplace et Séville est en vue. Solar Impulse est de retour en Europe. Bertrand vient d'achever son plus gros challenge pendant ce tour du monde. Et c'est pas pour minimiser les dernières étapes, mais la dernière grande difficulté vient de s'achever. Bien sûr, il y aurait encore des anecdotes à raconter sur la fin du voyage, mais elles changeraient pas grand chose à l'essentiel. Parce qu'au fond, ce qui importe, c'est pas tant comment Bertrand et André ont bouclé leur tour du monde, mais pourquoi ils l'ont fait. Alors, avant que j'oublie de vous le dire, Bertrand atterrit à Abu Dhabi le 26 juillet 2016, bouclant ainsi 500 jours d'une aventure hors du commun. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est pas seulement les records battus, ni même l'exploit technique accompli. Mais plus qu'un exploit aéronautique, Solar Impulse est avant tout une démonstration. Une preuve qu'avec l'innovation et la détermination, il est possible de débarrasser notre monde des énergies fossiles. Et cette preuve tient en une seule phrase. Un avion solaire a parcouru 43 000 km sans une seule goutte de carburant. Et c'est pour ça qu'André et Bertrand sont entrés dans la légende. Pas simplement parce qu'ils ont fait un tour du monde en avion, mais parce qu'ils ont montré qu'il est possible de voler sans carburant, sans ravitaillement, sans escale, aussi longtemps qu'on le veut. Et c'est ça la vraie réussite de Solar Impulse. Il s'agit pas juste d'un avion, mais d'un message. Ce projet change notre regard sur le futur. Il nous montre que face au changement climatique, on peut arrêter de voir uniquement des problèmes et commencer à voir des solutions. Que des gens, partout dans le monde, se battent déjà pour inventer ce futur. Parce que Solar Impulse, c'était pas juste un avion solaire capable de voler jour et nuit. C'est une source d'émerveillement, une preuve concrète qu'un progrès plus juste et plus respectueux de la planète est possible. Alors, est-ce que dans 50 ans, tous les avions fonctionneront à l'énergie solaire ou électrique ? Les plus sceptiques diront « jamais de la vie ». Les plus optimistes répondront « évidemment ». Moi je vous dis, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est à nous d'écrire la suite. Que ce soit dans l'aviation, dans la transition énergétique, ou simplement dans nos choix du quotidien, on a tous un rôle à jouer. Parce que s'il y a bien une leçon à tirer de Solar Impulse, c'est bien que la volonté ouvre toutes les portes, même celle d'un monde plus juste et plus durable.